Bonjour à tous, une petite vidéo que je voulais faire pour vous parler du 5e volume de la campagne du Trône d'Épines, donc ça, Haunted Waste, que je viens de finir hier soir avant, j'espère bientôt d'enchaîner sur le 6e volume d'Avocat s'éveille. Donc The Haunted Waste, alors c'est un peu particulier parce que c'est un chapitre qui vous propose donc de revenir dans un lieu qui est interdit. C'est-à-dire que tout le contexte de Symbaroum, donc de la campagne du Trône d'Épines et du monde en général de Symbaroum, c'est qu'il y a eu un grand exil d'une société qui s'appelle, enfin d'un royaume qui s'appelle Alberetor, qui a franchi des montagnes et qui est venu s'installer dans une région plus clémente où se passe la campagne et le pitch du jeu. C'est-à-dire c'est le royaume d'Ambria qui est lié à une grande forêt. En fait, ils ont quitté leur royaume originel qui s'appelle Alberetor parce qu'ils étaient en guerre contre les sombres seigneurs qui étaient des sortes de grands nécromanciens qui vivaient dans le pays d'à côté, qui s'appelle l'Aliastra. Et à l'issue de cette grande guerre, le roi est mort, c'est sa jeune fille qui a repris le trône, elle a été capturée par le chef des sombres seigneurs, et lors d'un assaut désespéré, ils ont réussi à la sauver, tuer le chef des sombres seigneurs, et ainsi, mais la Terre s'est retrouvée complètement carbonisée. Donc les gens ne pouvant plus vivre en Alberetor, sont partis au nord à travers les Titans, donc des montagnes, pour vivre en fait et reconstruire leur vie dans l'Ambria. Et donc la grande force de ce scénar, c'est que justement après avoir passé 4 volumes en Ambria, à la lisière de Davokar, dans la Davokar profonde et même aller jusqu'à Simbar, donc l'ancienne capitale de l'Empire de Symbaroum qui donne son nom au jeu, qui est ce endroit tabou, mystique, nimbé de mystère, on vous propose dans ce chapitre de retourner en Alberetor et en Liastra. Donc dans l'héritage quelque part des joueurs et du passé des joueurs. Alors déjà il y a un truc, c'est que quelqu'un avait énoncé ça sur un forum, je crois que c'était sur Cassius No, et c'est vrai que si vous n'avez pas de personnage qui est d'origine Ambri, donc qui est d'origine albérienne en fait, à une génération près, le scénar a quand même beaucoup moins de saveur en fait, parce que si vous êtes gobelin, si vous êtes ogre, si vous êtes barbare, bon d'accord, ça vous montre la désolation de ce monde-là, mais il n'y a pas l'attachement sentimental que peut avoir un type dont ses parents et ses grands-parents lui ont répété toutes les nuits au coin du feu, à quel point c'était horrible, à quel point les sombres seigneurs étaient dégueulasses. Et d'ailleurs, le quatrième de couverture, c'est ça, c'est un grand-père enfin une petite fille pose des questions à son grand-père, qui a des espèces de flashbacks post-traumatiques de la Grande Guerre et de Sombres Seigneurs. Et en fait, déjà, on n'est pas du tout dans ce délire-là forcément si on joue d'autres typologies de personnages. Mais bon, c'est pas très grave. Donc le contenu est très original parce qu'au final, ça vous permet d'aller dans un endroit qui est complètement dévasté, où rien ne pousse. Ça représente au niveau naturel des difficultés qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous avez vécu jusqu'ici, parce que vous êtes quand même à la Simbar, donc normalement c'est la grande expédition, la grande difficulté. Et là, les difficultés sont différentes parce que c'est pas une forêt, c'est peuplé de créatures dangereuses, mais c'est essentiellement des morts vivants ou des mecs complètement fous, parce qu'il y a des humains qui sont restés, qui sont à moitié déglingos. Et éventuellement, il y a d'autres créatures assez violentes, en tout cas en Alberetor et surtout en Liastra. Donc le pitch, il est assez simple. Vous avez un MacGuffin qui s'appelle la roseille, qui est une plante, qui est indispensable pour utiliser le trône d'épines, qui donne son nom à la campagne du trône d'épines. Le trône d'épines, c'est une espèce d'artefact magique qui permet à qui s'assoit dessus d'avoir tous les pouvoirs de la création et potentiellement de changer toute la phase de la région de Davokar. Évidemment, c'est un artefact qui pose beaucoup de problèmes, géopolitiques, mais aussi mystiques. Ça, c'est pas très grave. Pour ce chapitre-là, on s'en fout quelque part. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une plante qui existe, qui a été exfiltrée de Simbar il y a très 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 longtemps, par une grande prêtresse du Dactonique, et la plante a été conservée au sein d'une conspiration dans son ordre du Dactonique, qui a perduré. C'est un ordre qui s'est installé à Lindaros, une ancienne cité, puis qui a traversé les montagnes, avant que des missionnaires de cet ordre mystique, donc le Dactonique, qui sont des prêtres en fait, se soient installés en Alberetor, il y a très longtemps, et surtout en Liastra. La Liastra, au fur et à mesure des siècles, deviendra une théocratie qui va partir en sucette, et en fait, dans la recherche de la magie pure, donc un moyen d'améliorer la vie des simples personnes d'Iastra, ils vont transformer leurs dirigeants en morts-vivants, et bon, ça donne la guerre des sombres seigneurs. Mais ce qui est important justement, c'est de se dire que même au niveau des sombres seigneurs, même quand l'Iastra s'assombrit, le dernier humain, en fait le dernier patriarche de Kaltar, qui sera plus tard, qui fera prisonnier la reine, et qui ensuite sera ramené
en l'embrya par la reine, connaît en fait l'existence de la rosae et la protéger à travers. C'est ça qui est un peu. Ouais, d'ailleurs, c'est le premier truc ambigu, c'est qu'en grosso modo, vous avez le patriarche de toute la Liastra, qui est censé être un big boss, un mec extrêmement intelligent, encore humain, et plutôt positif, mais qui a toute la connaissance en fait. Mais il veut jamais. Il s'est juré en fait d'arrêter la magie, il s'est juré d'aider la reine en quoi que ce soit pour acquérir le trône. Donc en fait, il est prisonnier de la reine concrètement, elle l'amène avec lui, mais il va jamais révéler cette information. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a été malin, à la fin de la guerre, il a invoqué des espèces de grandes tempêtes, qu'on appelle les tempêtes d'Opale, qui sont en fait des entités, enfin, c'est jamais dit explicitement, mais c'est des sortes de... C'est une fusion en fait entre un démon qui est lié à une tempête, et donc en gros, c'est des espèces de tempêtes conscientes et qui sont dévastatrices pour les vivants et surtout pour les morts vivants. En fait. Donc plus vous avez de corruption, plus ça vous défonce. Il invoque ces tempêtes à différents endroits stratégiques de l'Iastra pour éviter que justement ces sous-fifres morts-vivants, une fois qu'il est parti, puissent acquérir certains objets qui sont extrêmement dangereux. Et l'un d'eux, justement, il crée la tempête en face de sa capitale, Brighthaven, où il y a un lac qui s'appelle Shimmer, je sais plus, c'est Shimmer Lake, où il y a l'arboretum, donc là, un endroit, un jardin en fait, au milieu du lac, qui est protégé par une immense tempête dévastatrice et intelligente. D'ailleurs, c'est un très très beau truc parce qu'en fait, l'arboretum d'Otelia est complètement gelé, et c'est là où la rosae est préservée pour les siècles et des siècles. Et donc la reine, qui n'arrive pas à extraire ces informations de Kaltar, décide fuck it, on va y aller, parce que les joueurs notamment, et ses alliés, ses rangers, durant le dernier chapitre, lui ont dit, vous savez, enfin à Simbar, lui ont dit, vous savez, la rosae existe, on sait qu'elle est quelque part, donc elle va consacrer toutes ses forces, ses ressources, le Royal Secretarium, ses espions, l'Ordo Magica pour trouver la rosae. Et sa piste, comme les joueurs, va l'amener dans un petit château qui s'appelle Stoneoak, qui est au sud en fait de la capitale, où elle va en fait suivre peu à petit une piste qui va l'amener à travers les montagnes, puis en Alberator à la recherche des anciens lieux de pèlerinage du Dactonique, pour enfin localiser, comme les joueurs, la rosae. Et savoir en fait que la rosae se situe ironiquement juste à côté de l'endroit où elle a été retenue captive pendant près de 10 ans. Évidemment, c'est pas la reine a des, enfin, est obsédée par sa quête, mais les joueurs dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement qui est très très important dans cette histoire, c'est que au final, les manipulations politiques qui a engendré la reine depuis le début de la campagne, à savoir notamment pousser les réformistes, donc je pense à Sarvola, aider justement donc faire un contre-pouvoir en fait à l'église standard, va lui exploser la gueule parce que les réformistes sont tout en puissance, ils contrôlent la curie donc des religieux. Les traditionalistes, donc les adorateurs, disons, standards du prios, donneur de loi, se font peu à peu foutre en prison ou sont victimes de pogroms. Et les réformistes décident de s'allier avec son neveu, qui est le duc Inédar, qui lui est beaucoup plus... est un réformiste approuvé, même si dans les détails il n'est pas exactement sur la même longueur d'onde que Sarvola. En tout cas, il voit les deux une aubaine, il voit clairement une aubaine politique. Et donc, peu à peu, il va y avoir une série d'incidents qui va monter en grade jusqu'à provoquer une guerre civile quand la reine, voyant que les Templiers en fait ont été dématés, je rappelle, les Templiers sont devenus des espèces de fachos qui s'appellent l'église de Feu Prios. Ils sont partis comme des martyrs dans la forêt d'Avocat en direction de Simbar et ont disparu. Donc la cité sainte de Temple Wall, la reine pense qu'elle lui appartient et que vu qu'elle a mis en fait le premier père de l'église en prison, elle peut réclamer le Temple Wall. Donc elle y va, c'est une sorte de Vatican en fait. Elle prend le contrôle de Temple Wall. Et à ce moment-là, Inédar, avec les réformistes, dit dis donc, regardez ce qu'elle fait, c'est pas bien, patati. Et peu à peu, ça fait une escalade, ce qui fait qu'en fait, euh, le royaume d'Ambry devient scindé en deux. Mais la reine est déjà plus là, en fait, parce qu'elle est partie à Castle Oak, dans le petit château, pour trouver des ruines de l'époque de Lindaros, pour suivre en fait la piste du Dactonique. Donc vos joueurs, c'est pareil, en fait, ils commencent le scénar, on leur demande, alors, ils ont une vague idée en fait de la rosae, parce que normalement, à la fin du dernier chapitre, ils ont découvert des trucs. Mais ils se retrouvent pris dans cette guerre civile, en tout cas au début, et ils doivent soit protéger le château, soit attaquer le château. Enfin, en fait, ils doivent soit... ils savent que, en fait, quand ça commence, il y a des espions qui disent la reine est capturée dans le château. Donc ça commence, on dit super, on va sauver la reine. Alors que vous soyez réformiste ou loyaliste, le point de vue change un peu, mais c'est pareil, vous attaquez le château. Dans le château, vous apercevez que, bon, déjà, il y a un truc un peu bizarre, c'est que les gens qui étaient les gens du château en fait sont des adorateurs des anciens dieux, des jeunes dieux. Donc quand l'ensemble
du panthéon d'Alberetor. Et donc il fait de sa cachée, normalement il n'y a que Prios qui est un dieu unique. Et surtout, la reine n'est pas là. La reine n'est pas là, et à l'issue du siège, donc il y a une scène assez cool, hein, parce qu'il y a pas mal de... On vous dit, soit vous pouvez le jouer de façon armée, soit vous pouvez le faire directement en mode discret. Moi, je l'ai fait en mode discret parce que j'avais un sapeur dans le groupe. Il a trouvé tout de suite qu'il y avait un passage secret. Ils ont ouvert le pont-levis, il n'y a pas eu trop de massacres, même s'ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que les loyalistes qui attaquaient ont quand même massacré tout le monde, ce qui était assez glauque. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une archéologue de l'Ordo Magica qui est sous terre en train d'étudier les ruines. Et là, c'est le premier truc, donc vous avez pas mal de petits éléments, des poteries, des trucs. On vous dit, bah, la reine est passée là il y a 4 jours, elle était escortée par sa garde du corps, Ravenia Kalfas, des Pansar et un vieil homme, Kaltar. Alors moi, dans ma campagne, Kaltar est mort, donc j'ai été malin, et j'ai utilisé Cullian Furiae, mais j'ai fait un twist en fait sur Cullian Furiae, parce que, en gros, Cullian Furiae, si vous avez suivi la campagne, c'est le bad guy dans le 3e épisode, qui est complètement corrompu et à moitié fou. Et il fallait, et si la reine utilisait, pour moi, c'était compliqué parce qu'il avait ses objectifs perso. Et donc il allait la trahir, et il en avait rien à foutre, quoi, concrètement. Parce qu'il a un ego gros comme ça, c'est quand même l'un des fondateurs de l'Ordre Magica. Donc moi, j'ai eu une petite idée, c'est que, en fait, alors attention, je spoil le dernier chapitre. Si vous avez lu le dernier chapitre de la campagne, vous savez que la magie pure est accessible à Landfall, qui est une île cachée tout au nord, avec des sortes de moines ascétiques qui kidnappent des enfants depuis des siècles pour perpétuer en fait leur ordre. Et ils utilisent ces enfants aussi pour être des veilleurs, donc des sortes comment dire, d'espions qui regardent un petit peu tout ce qui se passe à travers d'avocats, embryas, etc., pour se tenir au courant. Et l'un d'eux, notamment, observe les joueurs durant le tout premier chapitre, quand il y a durant l'arrivée du clan de la bête, qui sort du trou de Fort Chardon. Donc moi, je me suis dit, bah, ce type-là, il va suivre durant toute la campagne les joueurs. Et en fait, j'ai fait un truc assez ironique où j'ai dit qu'en plus, il avait le visage exactement... J'ai un changelin dans le groupe. Et les changelins, donc techniquement, c'est des elfes qui remplacent les enfants, donc ils kidnappent les enfants, ils leur lavent le cerveau, et ça devient des humains enlevés. Mais en fait, il y en a aussi qui sont enlevés par les mecs de Landfall. Et donc les elfes peuvent les remplacer, mais c'est pas eux qui ont kidnappé le gamin. Et donc je suis parti de ce principe-là, c'est-à-dire que le Watcher qui surveille le groupe, c'est l'humain original qui a remplacé l'un des changelins qui joue dans le groupe, quoi. Donc comme ça fait un truc un peu bizarre. On dit, bah disons, c'est bizarre, le mec que tu vois 3-4 fois dans la campagne, il te ressemble, il arrive à faire de la magie, mais il a pas de corruption, c'est très très bizarre. C'est un ange gardien un peu bizarre, quoi. Et donc moi ce que j'ai dit, c'est que ce mec-là, il allait voir Cullian Fury dans sa prison, parce que bon, il a pas mal de magie, et puis tu lui as dit, écoute mon gars, de toute façon, moi j'ai la magie pure, toi tu l'auras jamais, toutes tes idées préconstruites, tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as fait, c'est complètement faux. Et donc maintenant, il faut que tu fasses... mais ce que je peux te dire, c'est que la magie pure, tu n'y auras jamais accès si, dans tous les cas, la reine arrive à aller jusqu'à... Enfin, arrive à poser le trône de fer. Donc tu vas l'accompagner, elle va te demander de l'escorter, tu vas l'accompagner, et quand tu seras face à la rosée, tu vas la détruire. Et ça, c'est exactement ce que veut faire Kaltar, en fait, à la fin. C'est un peu son gambit. Donc on y reviendra. Donc les joueurs arrivent, ils inspectent les poteries, ils s'aperçoivent que la reine est passée, et dans les poteries, il y a clairement une piste qui laisse à imaginer qu'en fait, sur la colline du gardien, qui est une sorte de montagne qui domine en fait Lindaros et donc Indaros, il y a un gros trou. Et en fait, ce trou, il était rempli avant, et dessus, il y avait le QG du Dactonique il y a 500 ans. Donc en fait, vous pouvez y aller, et avec un ocarina, un peu comme dans Zelda, ou Alundra, c'est assez incroyable, en fait, vous faites descendre une île en fait qui était perchée au niveau des cieux. Et sur cette île, il y a toutes les ruines du Dactonique il y a 500 ans. Sauf que pas de bol, évidemment, il y a derrière il y a des mecs du Sacré du Vieux Ancien, donc qui est la grosse organisation méchante. En gros, c'est des nobles qui utilisent la démonologie et la sorcery pour arriver à leur fin. Ils sont dirigés par Esmeralda, son père, qui cherche eux à mettre sur le trône d'épines la reine mère, qui est mort-vivante, parce qu'ils imaginent que s'ils la mettent sur le trône, elle va redevenir humaine. Évidemment, ils se sont fait complètement manipuler par un prince démon, en fait, qui a été contacté très très tôt par le père d'Esmeralda, qui s'appelle Sarufang, qui a un rôle assez mineur dans la campagne, mais qui, moi, j'ai rendu plus important parce que je trouvais le délire assez génial. Et donc, en fait, ces mecs, il y a des nobles avec des morts vivants qui poursuivent les joueurs. Donc, vous arrivez sur l'île, à ce moment-là, bah, les morts vivants attaquent. Donc, bah, les joueurs, normalement, mes joueurs ont commencé à jouer à nouveau l'ocarina pour faire remonter l'île. Donc, ils sont congelés le cul, forcément, parce qu'ils étaient dans les cieux. Dans cette île, vous retrouvez notamment Esmeralda, qui est à moitié morte. Spoiler, c'est pas Esmeralda. En fait, c'est une sorte de doppelganger, c'est un Golgoth, je crois qu'il s'appelle ça comme ça, qui a été épargné en fait
Corinthia. En fait, Corinthia était parti en expédition avec sa sœur, des Pantsar, Culian Furiae et le général Beremo. Et en fait, Esmeralda les a trahis, il y avait des morts vivants qui les attendaient, et les Pantsar ont triomphé, le général Beremo est mort, et Corinthia n'a pas réussi à tuer sa sœur, en fait. Donc c'est le truc aussi que mes joueurs n'ont pas du tout vu, mais qu'en fait on peut logiquement penser, c'est qu'en fait peut-être que Corinthia, même si elle déteste sa sœur, n'est pas prêt à la tuer. Et ça peut changer des trucs en fait sur le final si vos joueurs sont assez finaux pour voir ça en fait. Que la relation filiale, au final, et ça la beauté en fait, je trouve, du final de Symbaroum, c'est qu'en fait, certes, Esmeralda est une méchante, certes, elle est très corrompue, certes, le sacré du sang ancien c'est de la merde, mais au final, vous retirez ça au fond de l'équation. C'est juste une fille qui n'arrive pas à accepter le deuil de sa mère, et que donc si vous arrivez à lui faire comprendre que peut-être que les sœurs doivent se rabibocher, peut-être que en fait le trône d'épines c'est pas une bonne solution, et c'est spoiler, c'est pas une bonne solution, il y a moyen de faire des choses différemment, quoi. Enfin bref, ça c'est pour le final. Donc vous secouez Esmeralda qui se réveille, alors qu'elle devrait être morte, c'est un peu bizarre. Elle vous dit « Oh mon Dieu, ma sœur a été... En fait, le sombre seigneur a été... Enfin, la corrompue, l'a manipulée, elle veut récupérer la rosée, patati et patachmol. » Vos joueurs tombent un peu dans le panneau, normalement, parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'Esmeralda est la chef du Sacré du Dieu ancien. Je crois qu'il y a une toute petite piste avec le mariage à Indaros qui laisse présager ça, mais sinon c'est très compliqué. Beremo est mort, donc le général. Par contre, il avait une carte qui indique 3 lieux assez intéressants en Alberetor, avec le symbole d'Actonique. Donc vous redescendez, peut-être clash avec les morts vivants, vous devez traverser les titans. Vous arrivez au niveau des titans. Dans les titans, il va y avoir le bastion, en fait, le QG des manteaux noirs, qui sont un peu les assassins inquisiteurs de l'église de Prios, qui eux sont devenus complètement réformistes. Notamment, vous retrouvez Argaton de Soleil, qui était déjà un prêtre un peu réformiste à l'entrée du monastère, et on vous dit, en fait, le monastère a été attaqué par la reine, et elle a libéré toutes les créatures qui sont... Parce qu'en fait, toutes les créatures corrompues sont dans une prison, en fait, du temple. Et évidemment, c'est pas la reine, c'est le sacré du sang ancien qui a fait le coup. Et donc, vous avez le choix, potentiellement, d'aller neutraliser les créatures ou pas. Sachant qu'il y a notamment une espèce de grosse bestiole dégueulasse qui s'appelle le dragon, qui n'est pas un dragon, et il y a des elfes de sang. Donc les elfes de sang, c'est des elfes qui ont été complètement corrompus, donc ils sont extrêmement intelligents, extrêmement pervers. Mes joueurs ont dit, vous savez quoi, on a du chemin à faire, on va pas s'arrêter. Ce qui fait qu'à la fin du scénario, quand ils sont revenus, les portes étaient grandes ouvertes et tous les villages aux alentours avaient été massacrés. Ils ont traversé les titans, et de l'autre côté, donc, vous arrivez au dernier havre, en fait, pour faire vos rations, préparer votre expédition, qui appartient encore au royaume d'Ambria. Mais vous voyez devant vous Alberetor qui est complètement calciné. Et à ce moment-là, les joueurs, Esmeralda vous trahit, évidemment, elle cherche à vous empoisonner, et elle se barre. Mes joueurs ont compris, donc ils ont réussi à survivre à l'empoisonnement, et ils ont compris qu'Esmeralda, justement, était, donc, grosso modo, les manipulait, et que potentiellement, elle devait bosser avec Alphas du dernier scénar. Et donc, ça veut dire... Ils ont plutôt bien géré, en fait. Ils ont réussi à assembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre qu'Esmeralda, au moins, et peut-être son père, étaient les responsables du sacré du vieux ancien. Et qu'elle allait essayer de choper la rosée ou de tuer sa sœur. Donc, la grande expédition commence. Alberetor, c'est désertique, c'est dégueulasse, c'est assez glauque. Il y a pas mal d'aspects glaçants que vous pouvez faire jouer, notamment, il y a une image que je trouve assez forte où il y a un groupe de l'Ordo Magica qui arrive dans un village et tout le monde est pendu, en fait, aux arbres. Et il y a des cordes qui cassent, et en fait les mecs se relèvent parce que c'est des morts vivants qui sont là depuis 20 ans, qui ont préféré se suicider plutôt que de se faire choper par les sombres seigneurs. Il y a des trucs vraiment très très chouettes, et donc vous avez 3 lieux. Il y a le château Brigot, qui est en gros un château qui est protégé par un node, ce qui fait qu'il y a encore de la vie autour du château, où il y a un enjeu plutôt politique. Mes joueurs sont pas du tout là-dedans, donc ils l'ont laissé pisser. En fait, le château Brigot, c'est le lieu qui est le plus proche quand vous commencez. Le lieu qui est le plus loin quand vous commencez, c'est le couvent, c'est un couvent en fait, et il y a un lieu intermédiaire qui est à la frontière de l'Astra, qui s'appelle la bibliothèque voilée. Ça, c'est les 3 indications que vous avez en gros sur la carte. Et donc, dans leur tête, ils se sont dit, autant aller d'abord au lieu le plus loin, puis ensuite on ira au lieu qui est le plus proche du lieu le plus loin, donc la bibliothèque voilée qui est à la frontière, et puis le château Brigot, on verra. Et en fait, ils sont allés, donc ils ont commencé par le couvent. Donc le couvent, c'est marrant, c'est une sorte de... C'est très le nom de la rose, en fait. C'est-à-dire que vous êtes un couvent, monastère, où sont envoyés les jeunes passages de l'Ambria. Et en fait, il y a des massacres. Il y a un moine qui s'est fait tuer, puis un deuxième. Il y a des moines qui disparaissent, et l'abbé devient complètement fou et a envie de tout cramer. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de retrouver les bouquins, parce que la reine est passée avant vous, de retrouver les bouquins qu'elle a pu inspecter.
Donc le bibliothécaire a été tué, a été remplacé par, en fait, il y a un nécromancien qui poursuit les joueurs depuis le début de la campagne, enfin une fratrie plutôt, qui peut changer d'apparence. En fait, elle tue quelqu'un, elle l'écorche, elle peut porter sa peau, et elle a invoqué un démon, à savoir le prince démon Saroufang. Sauf que le prince démon Saroufang, c'est un petit malin, un petit rigolo, et quand elle lui a dit, bah, je veux que tu consultes tous les livres qu'a consulté la reine pour savoir où est-ce qu'elle allait, et ben, bah, elle a touché beaucoup, beaucoup de livres. Donc en fait, Saroufang est coincé, quoi. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à casser les termes du pacte, il est là pour ad vitam aeternam. Donc en fait, il commence à buter des gens pour créer une panique, pour que justement la nécromancienne soit révélée, sans briser vraiment le pacte. Donc c'est vraiment un super. Ça, c'est un moment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce que les joueurs sentent la présence de Saroufang. Saroufang, et moi dans ma campagne, je vais essayer d'en faire un élément plus important, mais en gros, c'est quand même l'un des antagonistes principaux de l'histoire. Il est invisible, ça c'est une chose particulière, il est extrêmement violent et vivace, et vous avez des moines qui se font tuer un par un, donc les joueurs ont plus ou moins compris ce qui se passait, ils ont réussi en fait à trouver les éléments, les documents liés enfin, lus par la reine, notamment il y a un document qui est très important, parce que ça vous dit, en fait durant la guerre, il y avait un espion de l'Alberetor qui était stationné à Brighthaven, donc la capitale de l'Aliastra, et qui a dit à son oncle, qui était obsédé par la rosae et les plantes, la rosae est sécurisée dans un endroit où les sombres seigneurs ne peuvent pas y accéder, et elle est parfaitement là où elle devrait être. Donc, prenant ses clics et ses claques, ça a très mal fini quand même, parce que le nécromancien s'est fait plus ou moins trahir par forcément Saroufang. Saroufang a réussi à s'en sortir, de toute façon il peut pas mourir parce que c'est un démon, donc au pire il est renvoyé sur le Yonderworld. Et l'abbé a pété un plomb, il a tout cramé. Donc au final, les joueurs ont dit aux moines, bah, repartez en Alberetor, parce qu'il y a pas, vous ne pouvez pas rester ici, quoi, parce que vous n'allez pas tenir l'hiver. Deuxième étape, la bibliothèque voilée, qui est assez rigolo, parce qu'en fait c'est un endroit où vous arrivez et vous êtes fait prisonnier par une baronne. Et la baronne, en fait, c'est une mort vivante avec tous ses serviteurs morts vivants, qui sont des anciens rangers de la reine durant la guerre d'Alberetor, la Grande Guerre, qui se sont fait tuer, qui sont revenus en fait à la vie, et ils sont devenus à moitié fous, ils se croient dans une sorte de baronnie imaginaire, donc ils jouent tous des rôles complètement débiles, sachant que cette baronnie, en fait le trône même de la baronne mort-vivante, est construit sur un portail. Et le portail permet d'accéder à la véritable identité de ce lieu, qui était une bibliothèque consacrée au Veiler, donc celui qui porte le voile, qui est l'un des jeunes dieux, donc je rappelle, hein, il y avait Prios, il y avait la mer, etc., qui étaient les dieux adorés par les Albériens, avant l'ascension de Prios. Et donc vous pouvez récapituler le portail, hein, parce qu'en fait dans cette bibliothèque, il y a plein d'objets, plein de secrets. En fait, le Veiler, celui qui porte le voile, c'est un aspect mineur du gardien, donc la divinité qui était vénérée par les Lindariens. Et en fait, son objectif, c'est de conserver les secrets et les cacher. Donc vous arrivez dans une sorte de portail sous terre où il y a 6 niveaux en fait, de bibliothèque, et tous les bouquins sont invisibles. Si vous voulez choper les bouquins ou les artefacts ou n'importe quoi, en fait vous prenez la corruption. Donc il faut faire très très attention. Il y a un système de cartes, il y a un gentil bibliothécaire mort-vivant qui vous file un coup de main, et vous pouvez trouver d'autres informations, notamment, enfin il vous dit très rapidement, parce que la reine est passée évidemment, et la reine il vous explique comment est-ce que la reine est, quels objets elle a consultés. Donc vous devez consulter les objets qu'elle a vus. Donc notamment elle a touché le crâne de son père par sentimentalisme. Et il y a une section Rosae. Et il y a une différente. Il y a aussi des rapports du Royal Secretarium. Donc en suivant la piste du Royal Secretarium, vous comprenez qu'en fait l'espion a trouvé donc le neveu du moine a bien trouvé la Rosae, et qu'elle est située quelque part dans un lieu qui s'appelle l'Arboretum d'Otelia. Et lui était stationné à Brighthaven. Donc, au niveau de la rosae, évidemment, il n'y en a pas dans la bibliothèque, mais par contre, il y a une cloche qui vous permet de préserver la rosae. Et c'est marqué, la rosae a été déplacée en lieu sûr, là où elle devrait être. Donc, à force de cette information, les joueurs partent, et ils laissent, parce qu'il y a une sorte d'armée qui arrive pour confronter les morts vivants, et ils les ont laissés crever. Enfin bon, ça c'est pas très grave, ça arrive. Et là, ils se sont dit, on va pas voir le château de Brigo, ça sert à rien. On sait que notre destination, c'est forcément Liastra, on sait que c'est à Brighthaven, et on sait qu'on a probablement Esmeralda au cul, et on ne sait pas avec quelle armée, quoi. Il y a sûrement des nécromanciens. Donc ils décident de traverser la Liastra. La Liastra a l'effet pervers en fait, d'être moins corrompu physiquement que l'Alberetor, mais par contre, il y a des trucs absolument terribles, il y a des endroits qui sont propres, comme le Yonderworld, en fait, parce qu'ils ont tellement été déformés par la magie que c'est contre nature, et surtout, il y a les tempêtes. Et les tempêtes, le problème, c'est que Kaltar, il n'y en a que 4, je crois, mais Kaltar n'avait pas prévu qu'elles allaient se reproduire. Et en fait, il y a des espèces de mini-tempêtes
qui peuvent bouger, qui se baladent tout autour de la Liastra. Donc c'est extrêmement dangereux. Plus vous avez de corruption, plus vous faites décharner. Et les gens ont très vite compris qu'il fallait agir vite. Ils ont fini par traverser la Liastra après pas mal de péripéties. Les images sont absolument tombées par terre. Il y a des araignées géantes, il y a des humains qui survivent en Liastra qui sont poursuivis par des abominations. Et au terme de ce voyage, ils arrivent enfin à Brighthaven, qui est cette capitale, en fait, figée dans le temps, parce que tout le monde est mort-vivant, et ça fait 20 ans qu'ils sont morts-vivants, ils ont perdu espoir, donc en fait, les morts-vivants sont comme des zombies, un peu erratiques, qui marchent dans les rues, beaucoup refont des sortes de jobs qui servent à rien, mais pour garder un semblant de santé mentale, et ceux qui sont les plus à même d'être saints d'esprit, c'est les gardes, c'est les gens qui ont des fonctions supérieures, parce que les juges, donc les très grands sombres seigneurs qui étaient juste en dessous de Kaltar, eux, ils cherchent toujours un moyen de contrer le sort et de redevenir humains. Notamment, il y en a un qui s'appelle Joab, qui a un rôle assez important. Donc là, mes joueurs, ils ne se sont pas posé de questions. J'ai dit, bon, bah, ils ont bossé beaucoup de questions. Alors, ça a été comment approcher la ville, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts vivants. Quels sont les bâtiments importants. Et en gros, à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés dans la citadelle. Non, ils sont allés. En fait, il y a un chantier naval. Dans le chantier naval, il y a des vaisseaux. Mais ces vaisseaux ne se font pas sur l'eau. En fait, c'est des vaisseaux qui flottent, qui appartiennent aux juges, donc les très hauts morts-vivants. Et il y a un des bateaux qui était parti. Donc ils se sont dit, bon, bah, ça se trouve, la reine, elle a déjà pris un des bateaux. On ne sait pas où on va, mais on doit être dans la bonne direction. Ils ont pris le contrôle du bateau. Ils ont créé. Ils ont pris le contrôle du bateau, en fait, et ils l'ont utilisé pour aller jusqu'en haut de la tour, donc, qui était la résidence de Kaltar. La logique, c'était que en fait, les morts-vivants n'allaient pas péter un plomb parce qu'ils se disaient que le navire appartenait aux juges, et que donc, si les juges n'étaient pas là, bah, ils n'allaient pas avoir de problème. Donc ils ont eu raison, en fait. Ils ont investigué la tour. Dans la tour, ils ont trouvé l'endroit où était enfermé Corinthia. Et dedans, il n'y a qu'un seul un élément, mais qui est extrêmement violent, mais qui est intéressant. C'est en fait les carnets qu'elle a écrits durant sa captivité. Et dans ces carnets, elle explique grosso modo que Prios n'est pas un dieu unique. En fait, elle a créé l'ascension de Prios artificiellement en bossant avec un prêtre que vous rencontrez au couvent, qui est un vieux monsieur aveugle, forcément. En fait, c'est bidon, quoi. Elle a fait exprès de tuer quasiment, enfin de créer des pogroms anti-polythéistes, parce qu'elle voulait que tout le monde devienne monothéiste, pour que la seule magie divine qui existe soit une magie de lumière, qui était beaucoup plus efficace contre les morts vivants. Elle explique aussi que la raison pour laquelle Alberetor a été complètement dévasté, c'est pas les sombres seigneurs, c'est la magie cérémonielle utilisée par l'Ordo Magica qu'elle a elle-même validée, et grosso modo que Kaltar est un con, et qu'elle fera pas les mêmes erreurs que lui, qu'elle va réussir à dominer la création. Donc forcément, moi, c'est le Templier du groupe qui a trouvé ça, donc il n'était pas super enjoué quand il a découvert tout ça. Et en plus, bon, dans mon groupe, j'avais un barbare qui était le seul survivant du clan Gézid, donc il avait une sacrée dent contre la reine, donc ça commençait pas très bien. Ils arrivent enfin dans les quartiers de Kaltar, et là ils découvrent une carte de la fin de la guerre, qui montre effectivement avec les noms, les légendes, où Kaltar a invoqué les tempêtes, et une des tempêtes c'est marqué au centre du lac, donc en face de Brighthaven, Arboretum de Telia, donc ni une ni deux, ils y vont. Pour gagner un peu de temps, il y a une prison en fait avec des morts-vivants albériens, donc ils ouvrent la prison, et ils laissent partir les morts-vivants pour que tout le monde se clash. Ils prennent le vaisseau, donc le vaisseau génère beaucoup de corruption, ils traversent la tempête génère énormément de dégâts, donc ils arrivent enfin à l'Arboretum de Telia, où tout est gelé, dévasté, et ils sont clairement cramés, pas bien. Et là, ils trouvent, donc c'est pas Kaltar, mais enfin normalement c'est dans la campagne, c'est Kaltar, chez moi c'était Cullen Furier. Ils trouvent Cullen Furier qui est enchaîné en fait au rocher, à la glace éternelle, et qui est laissé pour mort, parce qu'il a trahi, en fait, il a détruit le vaisseau qui a amené la reine, pour l'empêcher de revenir sur la terre ferme. Et donc, le final est le suivant, vous êtes sur une île gelée, on pousse la rosée, vous avez deux factions qui se font en face l'une contre l'autre. D'un côté, il y a Esmeralda, ou plutôt son Goros, allié avec le juge Joab, qui sont présents avec des mercenaires possédés par des démons, donc fusionnés, qui va parlementer avec sa sœur. Sa sœur qui est présente, donc la reine Corinthia, avec sa garde du corps et une poignée de panzers. Donc c'est vraiment la grosse loose. L'idée, c'est que soit vous participez aux négociations qui vont très mal se finir, soit vous essayez de négocier avec Esmeralda, ça reste compliqué. Votre meilleure chance, c'est évidemment d'aller voir la reine, ce qu'ont fait mes joueurs, et discuter avec elle. La reine a besoin de la rosée, elle a besoin de partir. Elle sait que sa sœur l'attend au coin du tournant, donc en fait, en réfléchissant bien, et là ça a été un gros débat mais vraiment, c'était un très très gros débat dans mon équipe.
On est arrivé sur la fin de la séance. Est-ce qu'on va aux négociations, sachant qu'elles vont potentiellement se finir mal, mais au moins on pourra essayer de tuer le Gorov d'Esmeralda, le juge Joab et les... Enfin, il y avait une sorte de catharsis, quoi. C'est-à-dire, on peut pas laisser ça en plan, il faut quand même qu'on la bute, il faut quand même qu'on bute le juge, parce que sinon il reviendra nous faire chier plus tard. Ou alors se barrer directement, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est pas... Enfin, ou alors j'ai mal lu le scénar, mais les deux options étaient viables, en fait, et il y a eu beaucoup de débats. En attendant, mon l'ogre sapeur, très alchimiste, a récupéré la rosae, qu'il a mis sous cloche. Ils sont repartis. Enfin, mais ça a été long, hein, ça a été vraiment très long. Les discussions avec la reine ne se sont pas très bien passées. Il y a, comment dire, le barbare qui a resté siégé de résolute, qui avait envie de la tuer. Ça a été assez complexe, quoi. Et vraiment, il y avait... parce que tout le monde savait que la reine était un peu pourrie, dans le sens où elle est tellement obsédée par le trône que plus rien ne compte. Mais que d'un autre côté, j'essaie de leur expliquer, alors c'est pas facile, que justement la position de la reine est très délicate, qu'elle peut pas, vu que il y a une guerre civile, que tout est en train de partir en sucette, qu'elle a serment la souveraine, elle est obligée en fait quelque part d'aller encore plus loin, d'être plus désespérée dans sa quête du trône. Et j'aime beaucoup par contre l'image de la reine qu'on voit enfin sous son masque, et c'est juste une femme entre deux âges, avec le visage calciné, la peau grise, et qui a pas du tout en fait la prestance qu'on peut attendre, et c'est comme le magicien d'Oz en fait, quand on voit ce qu'il y a derrière la machine, c'est assez pathétique. Ça, je pense que mes joueurs étant déjà très anti-reine, on va dire, j'ai pas réussi à le retranscrire, quoi. Donc ils ont fini par partir, ils ont repris le vaisseau, ils en ont pris plein la gueule, et ils ont arrêté. En fait, techniquement, on vous dit que le vaisseau, vous pouvez pas l'utiliser pour revenir jusqu'en Albérétor parce que c'est trop compliqué, parce que ça bouffe trop de corruption. Moi, j'ai autorisé, parce que dans les règles, c'est pas exactement dit, mais j'ai dit, bah, le vaisseau vous permet de revenir jusqu'au Titan, et après, vous traversez les Titans à pied. Sachant qu'en plus, il y a un timer, puisque l'hiver arrive, et que donc, techniquement, il faut que vous soyez assez rapide. Quand vous partez, je crois, c'est le début de l'automne, donc ça veut dire que vous êtes en train de gambader depuis plus d'1 mois en Albérétor en Liastra, donc quand vous revenez, si vous vous rappelez du tout premier scénar, La Terre Promise, le but c'est de traverser les Titans avant l'hiver. Et là, donc on arrive juste, sinon c'est attendre 2 mois, donc moi j'ai dit bon bah tant pis, enfin ils m'ont dit on fait le forcing, donc ils sont passés à travers les Titans, ça a été assez fatigant. Et quand ils arrivent, donc là, à la fin du scénar, ils arrivent sur, moi j'ai dit c'est vous arrivez de nuit, vous vous reposez, vous apprenez qu'il y a une trêve au niveau de la guerre civile, donc voilà, vous êtes un peu soulagé, c'est bien. Et quand vous levez le matin, il fait toujours nuit. Et je me suis arrêté là-dessus, parce que le dernier chapitre, donc d'Avocar s'éveille, en gros, il n'y a pas une nuit éternelle, mais l'idée c'est que l'obscurité s'est réveillée et que de toute façon, tout ce que vous avez accompli au niveau politique, vos alliances, vos jeux ne va quasiment plus avoir en fait d'impact, parce que les enjeux sont tellement désespérés puisque dans ces derniers chapitres, dont j'ai fait une longue vidéo que vous pouvez voir si vous voulez, que en fait ça n'a plus vraiment de sens. Et ça c'est marrant parce que les joueurs l'ont quasiment deviné. En fait. En gros, quand ils ont fait la discussion avec la reine, ils se sont dit bon bah de toute façon, on sait très bien que c'est pas la vraie Esmeralda, que d'une manière ou d'une autre, elle a forcément une corde à son arc, elle va réussir à récupérer la rosae, et qu'on va devoir négocier, enfin que forcément ça va se finir par les deux sœurs essayant d'obtenir chacune le pouvoir à la fin de cette histoire. Donc c'était assez intéressant de voir un peu la pertinence des propos des joueurs par rapport à ça. En tout cas, moi c'est un chapitre que j'ai bien aimé, qui permet de faire un break en fait, un peu de tout ce qui est d'avocat et autres, de montrer autre chose, de montrer la désolation, la dévastation. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Il est assez long, hein, mine de rien. En fait, on a fait quand même 6 séances. Moi généralement j'en fais 4. Les 3 premiers chapitres j'ai fait 4-4-4. Simbar, j'en ai fait 7 forcément, et là j'en ai fait 6, donc c'est quand même assez dense. Mais en tout cas, ouais, c'était pas si mal. C'est encore une fois 3 salles, 3 ambiances, avec du nom de la rose, avec du diplomatique, avec beaucoup d'infiltration, évidemment Brighthaven, et un grand final très très chouette, congelé sur cette île perdue au milieu des glaces, après où il y a de la nature figée dans le temps, quoi. Après des heures et des heures, dans la dévastation, dans la putréfaction, et au milieu des morts vivants. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur The Haunted West. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera peut-être à maîtriser la campagne. Allez, salut!